Bonjour, c'est Taros. Je tente via divers formats, sur cette chaîne et ailleurs, de vous sensibiliser à des problématiques liées au design d'univers, aussi communément appelé world building. Pour autant, si on a pu parler soit d'exemples concrets que j'ai pu mettre en œuvre dans mon monde, soit de méthodes approximativement scientifiques pour mettre en place des systèmes, on s'est jamais attardé sur la définition de ce que c'était réellement. Or, autant il est plaisant de partager tel et tel élément pour vous permettre de les appliquer à des cas isolés, autant ça n'a pas permis de dégager une espèce de pattern, un process que l'on pourrait appliquer à la création d'univers dans son ensemble. On est en droit de penser que c'est quelque chose de totalement secondaire. Pour autant, en notre monde même, les systèmes s'influent entre eux. La vie est, car la physique suit un ensemble de lois d'assemblage de matière qui permettent aux structures du vivant d'en émerger. C'est de ce continuum fixé de cohérence qu'émerge un système et non un élément isolé qui va régir tout ce qui en découle. Au cours de cette vidéo, on va pas voir du tout de méthode concrète, on parlera pas de checklist, on n'abordera pas de conseils, mais on va réfléchir à l'approche mentale que l'on peut avoir lors d'un tel exercice. La visée de la démarche est de penser une méthodologie vous correspondant, permettant d'apporter du lien entre tous les éléments d'un monde. Imaginez un gros gâteau. Sans crème, il va être sec et très peu cohésif, il va avoir tendance à être cassant, tandis que si vous en placez bien entre tous les étages, il s'avérera beaucoup plus agréable et aura moins d'inclinaison à se casser. Dans cet essai, on va tenter donc de remplir deux coches. D'une part, poser une définition un peu plus formelle de ce que c'est que le world building, en s'appuyant sur des travaux qui ont pu être faits par d'autres auteurs dans le milieu, afin de bien s'assurer que tous les éléments qu'on discute rentrent bien dans ce cadre, et dans un second temps, tenter de faire émerger un pattern de pensée qui pourrait s'adapter à vous en tenant compte de l'existence du carcan qu'on aurait préétabli. Petit disclaimer d'avance, la liste sera pas du tout exhaustive, bien évidemment. On ne peut pas prendre les arguments de tous les auteurs, on ne peut pas faire une synthèse globale de toute la littérature qu'il existe sur le sujet, donc je me suis avéré obligé de faire des choix. Ce n'est pas tant des choix éditoriaux que plus des choix qui vont permettre d'avoir une sorte de vidéo cohérente. Le but est de réaliser une synthèse à un instant T de la réflexion sur le sujet. Il y a d'autres manières de conceptualiser le world building, et je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet, c'est quelque chose qui est très intéressant. Là, le but c'est de donner un petit peu des clés en main qui vont nous permettre de baser toute la suite des vidéos qu'on aura à amener sur le sujet. Ce que je tente de faire dans cet essai, c'est vraiment de reprendre les grands archétypes créatifs qui existent, et au regard de mon parcours scientifique et au gré de discussion avec d'autres personnes du milieu, tenter d'en concrétiser certains aspects. Encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais la visée n'est pas du tout de modifier votre manière de penser, mais bien d'adapter le processus créatif autour de cette manière de penser. En lieu de cette fin d'introduction, je vais laisser la parole à 3 de mes collègues et amis pour voir un petit peu leur vision de ce qu'est le world building. 3 process divergents, 3 manières de résumer différentes, mais pourtant chacune embrassant une facette à la fois personnelle et différenciée de l'art. En premier invité, un visage que vous allez bien connaître étant donné que vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne, c'est Solig, qui est à la fois dans un processus d'écriture et un processus de masterisation de son propre univers, et donc du coup je lui ai demandé un petit peu son avis sur la question. Pour moi, le world building, c'est avant tout justifier dans son univers les trucs cool qu'on a créés pour son univers. Et c'est accessoirement le truc le plus cool quand on crée un univers. Le world building, ça peut être quelque chose qui paraît assez effrayant à aborder. Je veux dire, on pense souvent aux univers qui sont extrêmement complets, comme celui de Tolkien ou de Martin, et on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment le temps et la capacité de faire tout ça ? Le plus important dans le world building, c'est pas d'avoir des détails sur absolument toutes les plantes de l'univers, c'est que ce qu'on montre au lecteur, ça doit être si possible unique, mais surtout ça doit être cohérent. Seconde personne dont je suis d'ailleurs très heureux d'avoir la participation, c'est Vidéa, donc je vous mets les liens de ses réseaux sociaux en description également si jamais vous avez envie de découvrir un petit peu plus sur elle. Elle fait du dessin et crée à travers ce média son propre univers. Je vous laisse avec son avis. Coucou, merci Taros pour l'invitation. Personnellement, pour moi, le world building, c'est comme établir les fondations d'une maison. C'est un moyen de construire des bases solides qui vont ensuite servir de support pour la création d'un jeu de rôle, d'un roman, d'une BD ou d'un jeu vidéo par exemple. Pour l'univers sur lequel je travaille actuellement, j'ai très souvent une idée globale qui m'en inspire plein d'autres. Et ces mêmes idées m'en inspirent encore d'autres. C'est un peu comme un arbre auquel il pousserait de nouvelles branches à chaque nouvelle idée qui germe. J'essaye de garder les idées qui m'inspirent le plus et qui me paraissent les plus cohérentes avec l'ensemble, une fois que j'estime qu'une partie
partie est assez peaufinée, je fais une pause en m'attaquant à un autre sujet. Mais je reviens toujours sur les choses que j'ai déjà faites. Parfois, avec le recul, je me rends compte que certaines choses méritent d'être mieux expliquées, remaniées, ou que finalement, certaines choses ne sont pas si cohérentes entre elles. Mais même si je retiens pas tout ce que j'ai noté pour un projet ou même un détail, je garde toujours toutes mes notes et mes brouillons, au cas où elles trouveraient leur utilité plus tard. Et pour clôturer ce petit tour de table d'introduction qui a déjà pris beaucoup de temps, je vous propose la petite vision de Yoka, que vous connaissez bien, qui a beaucoup participé à des chroniques rôlistes déjà précédemment, et qui lui s'intéresse plus à la création d'univers sous un peu tous les médias, mais d'un point de vue plutôt joueur de jeux de rôle. World building en 30 secondes, top chrono. Créez une carte, créez un monde, placez vos montagnes, vos forêts, etc. Faites-le au niveau de détail qui vous intéresse, c'est pas forcé de les détruire à la moindre brindille. Puis, dans cette carte, créez une histoire, créez un scénario, créez l'histoire des civilisations, de comment ça s'est passé par rapport à tel désert, telle forêt, telle chose, qui vit à quel endroit et de quelle façon ils se sont développés. Et enfin, tout ça, adaptez-le à votre JDR selon ce que vous voulez en faire. Si c'est pour raconter juste une belle histoire, peut-être pas la peine d'aller au niveau de détail à décrire le moindre cours d'eau. Si c'est pour créer des cartes dans lesquelles les joueurs vont jouer, donnez un niveau de description qui est intéressant pour le jeu, mais qu'il vous est aussi possible de tenir. Ne donnez pas un niveau de description ultra précis et ultra construit si vous n'êtes pas capable de le donner dans la séance suivante, dans un endroit différent. Le mieux, c'est de garder une constance dans justement cette carte que vous avez posée et cette histoire que vous avez écrite. À ce moment-ci, chers spectateurs, vous allez vous dire que, effectivement, il s'est déjà passé 6 minutes dans la vidéo et qu'on n'a toujours pas passé l'introduction. Et vous avez raison. Regardez la timeline maintenant et dites-vous que vous êtes encore ici pour souffrir pendant un petit moment. Notons 3 choses. On a eu donc nos 3 interviews et on a pu en retirer 3 notions bien distinctes. Pour la suite de cette vidéo, je vais faire appel à un inventaire de RPG afin de stocker tous les concepts dont on va avoir besoin, parce qu'on va en avoir pléthore et que ça va prendre beaucoup de place d'équipement. On va récapituler nos 3 petits points de vue qu'on a eu juste avant. D'abord, en ce qui concerne Solig. Il a avancé la notion de cohérence de l'univers. Les éléments entre eux se doivent d'avoir une logique, se doivent d'être régis par une seule et même règle, ou alors au moins que s'il y a plusieurs règles, celles-ci ne s'empiètent pas les unes sur les autres. Qu'à aucun moment on soit obligé de justifier quelque chose par un « ta gueule, c'est magique ». Donc on va prendre cette notion de cohérence et on va la stocker dans notre inventaire. En deuxième, on avait Viseya, qui elle nous a parlé d'une méthodologie, sa méthodologie à elle, qui est de partir d'une idée, en faire un panel et élaguer ce qui ne lui convient pas ou qui ne convient pas aux règles de son univers. On va aussi stocker ça dans notre petit inventaire. Enfin, on avait également Yoka, qui nous a parlé, lui, d'une notion de consistance. Au fur et à mesure des itérations et au fur et à mesure des descriptions que vous allez faire, vous devez garder un même niveau de précision. Ne pas aller trop dans le détail pour certains éléments, quand bien même ceux-ci vous passionnent et vous fascinent. De l'autre côté, ne pas tomber dans le tort inverse en vous disant que vous n'avez pas besoin de décrire énormément cela parce que de toute façon, tout le monde le connaît. On va aussi prendre cette notion-là et on va la stocker dans notre petit inventaire. Pour le moment, on a 3 mots, c'est bien, 3 concepts. Ils vont nous être probablement très utiles par la suite, on reviendra là-dessus. Mais pour autant, on n'a toujours ni posé de définition de ce que c'était réellement le world building, ni vu son cadre d'application, ni même en fait discuter simplement de la littérature disponible sur le sujet. Alors le but ne va pas être de faire une revue littéraire d'absolument tout ce qui existe, et d'ailleurs ça ne va pas être non plus le but de vous conseiller des ouvrages. En effet, il existe un certain nombre d'ouvrages sur le world building qui traitent comment le faire, comment le réaliser, et ce avec des approches de différents auteurs. Soit des auteurs qui eux-mêmes ont théorisé le world building tel que eux le faisaient, soit des auteurs qui ont regardé le travail de world building de d'autres auteurs afin d'en théoriser la manière de penser. On va rester sur des concepts, parce que on n'a pas envie de s'inspirer de telle personne pour créer notre monde. On a envie de faire, c'est d'être dans une démarche où on comprend ce que c'est que la création d'univers et on crée nous-mêmes notre propre méthodologie. Autant adopter une méthodologie d'un auteur ou d'un autre, c'est quelque chose que vous pouvez envisager à tout moment, mais dans ce cas-là, j'estime que ce sera beaucoup plus parlant pour vous que d'aller directement voir le livre de tel auteur plutôt que de passer par une vidéo YouTube telle que la mienne. Moi, je vais juste tenter d'avoir l'approche la plus transversale possible. Dans le suite du déroulé de ma méthode et de mon plan, ce que j'avais prévu, c'était de faire une petite biblio, aller chercher des articles écrits par des chercheurs dans le domaine qui discutent de ce que c'était que le world building, de comment l'appliquer, de les règles, les schémas généraux qu'on pouvait en tirer. Et là, je me suis trouvé assez ennuyé. Il y avait étrangement assez peu d'articles qui discutaient sur le sujet. Alors certains, bien évidemment, mettent en perspective ce qu'il a été possible de voir chez certains auteurs. Shane Dwyer qui parle dans J.J.R. Tolkien, The Founder of Modern Day Fantasy World Building, la manière dont Tolkien et également d'autres auteurs qui sont directement dans ces ont développé leurs propres univers. Donc là, on est encore une fois dans une vision d'auteur, comme je disais tout à l'heure. On a quelques travaux autres, Léa Zaidi dans World Building in Science Fiction, Foresight and Design, qui décrit typiquement dans le cadre de la science-fiction avec des
perspective assez intéressante le monde en tant que unité bac à sable qui permet d'expérimenter des scénarios de pensée et de prédire, entre grands guillemets, des comportements futurs, donc qui offre un espace pseudo-onirique dans lequel on peut développer des concepts. On a bien évidemment un travail qui... j'ai déjà pas mal investigué dessus par Jennifer Cover, thèse sur Tabletop Role-Playing Games, Perspective from Narrative Game and Rhetorical Theory, qui, dans son corps même, aborde la notion du texte en tant que monde et la qualité immersive, notamment des jeux de rôle, et donc du coup, comment est-ce que un monde se construit et comment est-ce qu'il devient immersif. Hormis justement ces quelques références, on se retrouve rapidement avec des articles qui sont publiés dans des journaux avec des impact facteurs assez bas, ou des travaux qui, justement, vont vraiment se concentrer sur la vision d'un auteur sur le sujet et vont essayer de simplement avoir une approche transversale, mais transversale sur le travail d'un auteur, pas transversale sur la discipline en elle-même. Les études qui sont faites et globalement la réflexion qu'il y a autour du world building, c'est qu'on va partir soit d'un point, donc typiquement quel est le style d'univers dans lequel on se place, est-ce que c'est de la fantasy, est-ce que c'est de la SF, etc. Et on va attaquer par cet angle en se disant ok, ma checklist c'est ça. Sinon on va s'attaquer par le média, est-ce qu'on va être dans du jeu de rôle, est-ce qu'on va être dans du roman, et donc du coup jusqu'à quel niveau de détail on mène au curseur. Il y a un aspect, en fait, vraiment, l'aspect que je trouve fondamental, qui est celui de la personne qui est en train de faire, qui rentre en jeu, parce que si jamais, justement, on avait une seule espèce de manière universelle, il n'y aurait pas besoin de faire des études sur auteur par auteur, comment est-ce que eux font leur world building. C'est une chose qu'il faut bien garder à l'esprit de cette mini-biblio. Votre méthode à vous, en fait, n'a pas à rougir face à la méthode de tel ou tel auteur. Et justement, le fait qu'on ait plusieurs schémas de world building, qu'on ait plusieurs auteurs qui s'expriment de manière différente dessus, c'est bien une trace que il n'y a pas un nombre fini de manière de l'imaginer, et forcément des barrières infranchissables où on se dit ok, là on est trop loin. Donc certes, à la fois c'est un piège parce que ça veut dire que ça peut être un investissement un peu infini, mais de l'autre côté c'est aussi un point d'attention qu'il faut avoir vis-à-vis de quand on vous dit oui, alors la méthode pour faire votre monde c'est ça. En fait, c'est une méthode parmi un panel, c'est pas une vérité absolue. Dans cette section, je vais essayer de faire en sorte de placer une première définition du world building. On va faire une espèce de petit tour des différentes définitions qui existent et on va voir pour les nuancer. Si on va sur Your Dictionary, par exemple, on remarque que la définition du world building, c'est la construction d'un monde, plus particulièrement un monde fictionnel convaincant pour la littérature, etc. Donc là, on a deux facettes. Une facette qui est monde convaincant et fictionnel, donc quelque chose qui s'extrait du cadre de la réalité, mais qui pour autant est tangible. Et de l'autre côté, la facette qui est que c'est quelque chose qui est transversal, qui est multimédia. Sur Studio Binder, dans leur article What is World Building, ils apportent une petite définition en disant que c'est l'acte d'imaginer, de design et d'implémenter le monde d'une histoire. Construire le monde d'une histoire peut être fait avant que l'écriture commence, implémenté pendant tout le storytelling, ou alors faites au fur et à mesure de ce processus. Et là, ils reprennent un élément qu'on a pu aborder d'ailleurs en introduction, qui est qu'il n'y a pas une seule voie correcte pour faire du world building, parce que différents auteurs approchent la tâche avec différentes voies. Donc ça remet encore une couche sur la notion de on peut pas vraiment faire une seule liste et dire qu'à la fin de ça, on aura créé notre monde. Ce sera que un raccourci qui ne capturera pas l'intégralité du travail. Sur Merriam-Webster, ensuite, qui pose la question What is world building? Donc ils reviennent un petit peu sur l'écriture de world building, plutôt avec tiret ou sans tiret. Voilà, visiblement la version avec tiret est plus utilisée, je ne le savais pas, on en apprend tous les jours. La notion qui est intéressante à en retirer, c'est un petit peu la même que celle qu'on avait pu voir déjà dans la thèse et également dans l'article qui parlait de science-fiction. Le world building décrit une composante d'un travail de fiction, tout comme le plot et le personnage le font. C'est pas la même chose que le setting. Le world building va se baser sur le fait que le monde qui est créé est entièrement nouveau. Là où à l'inverse, un setting prend place à l'intérieur d'un monde, qu'il soit existant ou imaginaire, donc qu'il ait déjà été issu du world building ou simplement d'une recopie du réel. Et le setting, c'est l'ensemble des éléments proches qui vont encadrer l'histoire. Exemple, le world building, ça va être d'écrire toutes les plantes, les animaux, etc. Le setting, ça va être de dire le personnage s'est fait
piqué par telle bestiole et du coup ça l'a rendu malade. Donc on apprend aussi qu'il y a eu une évolution du terme. Par exemple en 1805, il était utilisé pour expliquer des formations géologiques, qu'il a un petit peu perdu ce sens au fur et à mesure du temps, parce que du coup en fait c'était avant associé à un process réel et pas tant à un process de création d'un monde imaginaire. Ensuite, vers la fin du 19e siècle, le terme de world building s'est échappé du jargon scientifique et a été déjà un peu utilisé par des poètes et des novellistes. Et ensuite, vers la seconde moitié du XXe siècle, ce que ça nous apprend, c'est que le terme n'a plus été spécialement utilisé pour la vision d'un auteur de l'imagination d'un monde, mais pour aussi dénoter le fait que ce monde était entièrement nouveau, qu'on ne referait pas du world building à partir de quelque chose qui existe. Ce serait pas world building, ce serait une sorte d'adaptation, j'imagine que c'est le terme le plus proche. Pour autant, le world building serait plus quelque chose de on crée de la matière neuve, même s'il y a forcément des inspirations. Si on repart à la base et qu'on reprend la définition directe de Wikipédia, on a aussi d'autres billes qui viennent s'ajouter à notre compréhension. Donc le world building est défini comme étant le processus d'élaboration d'un monde imaginaire, parfois associé à tout un univers fictionnel. Et il ressouligne encore une fois que le world building c'est quelque chose qui est effectivement transversal, ça touche à peu près tous les univers, que on peut avoir une continuité entre des œuvres, que voilà, plusieurs œuvres peuvent se placer dans le même monde imaginaire, ou du coup l'intérêt de faire un world building un peu poussé si on a l'intention de pérenniser une œuvre dans un cadre. Le terme de world building, qu'on a déjà vu, qui a été utilisé pendant une période pour définir simplement des réalités de notre monde, la manière dont allait se construire les chaînes de montagnes, etc., va se dégager de cela, et en 1920, dans Space, Time and Gravitation, An Outline of the General Relativity Theory par donc Eddington, décrit l'expérience de pensée qui va consister à imaginer un monde qui va être sur des lois physiques différentes. Et depuis, donc il a été réutilisé en critique de science-fiction, en fantasy, en théorie de la fiction et de la fantasy dans de nombreux articles et voit son usage de plus en plus fréquent. Par ailleurs, donc pour rajouter aussi une petite nuance à tout ça, un article sur Writer's Digest dit que justement la fiction historique va être basée sur des faits, mais malgré tout l'écrivain doit quand même faire le pas de faire que le setting soit réaliste. Et ça, ça passe aussi par du world building malgré tout, parce qu'on n'a pas une vue exacte de tout ce qui se faisait exactement à un point historique donné ou dans une région spécifique. Ça justement, on en avait parlé avec Effulgence et Maphis lors de l'émission Rolls, où on avait pu parler un petit peu de l'usage de l'histoire dans le jeu de rôle. Une question qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'en ce moment, les questions de world building sont des choses que j'aborde pas mal, que ce soit sur des contenus pour essayer un petit peu de vulgariser cela, ou également, étant donné que je cherche à beaucoup m'y remettre au niveau de mon propre univers. Et donc, du coup, moi, je me posais la question, comment est-ce qu'on conduit des recherches historiques pour son world building et jusqu'à quel niveau de détail on doit le pousser? En world building, a priori, il y a deux façons de faire, de partir du général ou de partir du précis. Nous, on est parti du général en implémentant des trucs qu'on aimait bien dans d'autres jeux vidéo, dans d'autres réalités, etc. Donc, généralement, vu qu'on part du général, on fait pas forcément des recherches ultra poussées, on prend juste des trucs à droite à gauche qu'on a bien aimé. Et c'est toujours, on part d'une idée qu'on a trouvé sympa. Exemple, je regarde un reportage sur l'Italie, ça aborde des trucs que je trouve cool, hop, on le met dans l'univers. Donc, nous, on se prend pas trop la tête avec des recherches ultra poussées. Mais après, je pense que ça dépend de la démarche. On va prendre Inpreden qui va sortir un jour. A priori, eux, ils sont vraiment partis de on a un cadre et on va respecter à donf, on va faire des recherches à donf. Nous, c'est pas notre cas. Vraiment pas notre cas. On pourra jamais être exhaustif sur tous les sujets possibles et imaginables. Donc il y a toujours une part de flou ou d'improvisation, que ce soit à notre niveau, au niveau des MJ, des autres MJ, etc. Et parfois on a des MJ de notre asso qui viennent nous voir, qui font ouais, il y a tel joueur, il m'a demandé ça, il me semble qu'on en a jamais parlé, comment ça marche? Et nous on est là, bon, tiens, c'est vrai qu'on n'y a jamais pensé, parce qu'on s'est jamais posé la question. Et par contre, on a écrit des textes parce que ça nous plaisait. On a par exemple un texte de 4 pages sur les égouts de la capitale. Ça servira certainement très très peu. Par contre, un texte sur même juste placer le calendrier des fêtes paysannes, ce qui pourrait être beaucoup plus utile, ça, on l'a toujours pas fait. C'est en projet depuis 7 ans, mais on l'a toujours pas fait. L'histoire dans un jeu de rôle,
l'histoire d'un univers, l'histoire adaptée à un jeu de rôle. Par un point de vue joueur, comment est-ce que on la vulgarise pour toucher toute la table? Je vais juste rajouter un tout petit truc parce que tu as Ouais. utilisé un mot qui était intéressant, c'est vulgariser. Et effectivement, même si nous, par exemple, on est des gros fans d'histoire et que parfois, pour certains scénarios ou certains éléments de l'univers, on va se taper des dizaines d'heures de recherche, mais parce que ça nous plaît. Le joueur en face, il n'a pas besoin de savoir qu'on a passé 100 heures sur un sujet, qu'on le connaît sur le bout des doigts. Il n'a pas besoin qu'on lui ressorte toute une tartine au début de partie. L'important, c'est qu'il ressente que il y a un univers dense, disons, bien construit autour de lui. Et après, on peut lui sortir une petite anecdote à un moment ou un petit mot technique, mais pas pour frimer, juste pour donner un contexte un peu plus fourni. Ça va largement suffire. Et après, ouais, sur certains points, s'il y a une question qui est posée ou s'il y a le débat qui est amené, ouais, faut réussir à vulgariser le truc de manière concise, rapide et sans endormir la moitié de la table, quoi. Donc en fait, malgré tout, l'idée qu'il faut en ressortir, c'est que du world building, vous en avez partout à partir du moment où vous touchez un travail de fiction. Ce qu'on peut retirer, si on fait un amalgame de tous les mots qu'on a vus précédemment, c'est que le world building, ça va être un processus de construction qui va servir de cadre à des histoires, mais qui n'est pas l'histoire directement, qui permet de caractériser l'ensemble des caractéristiques d'un monde de fiction, qui va toucher n'importe quel média à partir du moment où il y a une transmission de la part d'un auteur à un spectateur quelconque, et quelle que soit la nature de l'œuvre qui soit entre ses mains. Autrement dit, en fait, dans toute œuvre où on peut tracer vraiment une limite entre la fiction et la réalité, tout élément de fiction a été nécessairement à un point une trace d'un world building qui a été fait pour l'œuvre en question, même si celui-ci est minime. Le world building, en l'occurrence, peut être du coup plus ou moins étendu, il peut être très simple, synthétique, limité, et se concentrer seulement sur ce qui va être à l'écran ou à la page, ou alors à l'inverse, être extrêmement étendu, et dans ce cas-là, transparaître simplement un peu, alors qu'en fait, en dépit, c'est un support immense qui a été créé, juste pour pouvoir montrer très peu de cela, mais qu'une grande cohérence se tresse entre tous les éléments, parce que tous ont été réfléchis. Au gré de mes recherches, je me suis pas arrêté simplement à des articles d'obscurs auteurs universitaires, bien évidemment. Je suis allé voir aussi ce qu'il y avait sur le YouTube francophone et anglophone. Franchement, il y a un truc qui est revenu souvent, qui m'a un petit peu dérangé à entendre. Lorsque vous créez un monde, que vous faites du world building, vous n'avez qu'à aller jusqu'à une certaine étape, pas plus loin. Parce que, au-delà, c'est juste de la perte de temps, et vous allez juste vous perdre, et ça va vous servir à rien, etc. Il y a une chose que j'aimerais pouvoir répondre aux personnes qui penseraient ça, et vous en faites peut-être partie, et justement c'est pour ça que je voudrais vous convaincre que le world building, vous n'avez pas spécialement à l'arrêter là. Déjà, personne n'a à vous dire spécifiquement ce que vous devez faire au sujet de votre propre monde, mais au-delà de ça, vous ne devriez peut-être même pas l'arrêter jusque-là, mais considérez un peu des étapes supplémentaires. Pourquoi je vous dis ça? D'un paradigme de monde en tant que construction et en tant que juste toile de fond ayant une nécessité à n'être que ce qui est représenté à l'écran, à la page, dans la description, on ne pourrait pas se servir de cela comme une force narrative et, au contraire, en faire extraire les histoires. Parce que, fondamentalement, si vous avez un univers très développé, que vous créez les sous-dialectes, les sous-religions, etc. d'une contrée, vous allez pouvoir penser des histoires qui ne vous seraient pas venues si vous ne vous étiez pas posé la question. Parce que c'est une chose de partir du principe de, par exemple, je vais faire quelque chose qui va montrer la corruption de ma société. Ah, il y a de la corruption dans ma société. Par conséquent, au cours de mon œuvre, je vais le faire en arrière-plan. Et ça, c'est de l'immersion qui est trop importante. Lorsque vous lisez un livre, lorsque vous vivez une session de jeu de rôle, quel que soit le loisir créatif à partir du moment où il y a suspension consentie d'incrédulité et dépaysement par un univers qui vous est proposé par l'auteur ou l'autrice, ce qui fait en grande partie le vecteur de l'immersion, ce ne va pas être ce qui va se passer directement au premier plan, mais bien à l'arrière-plan. Pensez à tous ces films que vous avez vus où vous vous êtes senti happé
par l'univers. Généralement, ce n'est pas juste les personnages, les dynamiques entre eux, l'histoire bien ficelée qui va vous faire entrer à l'intérieur de l'univers du film. Certes, cela y contribue grandement, et un manquement cruel à l'écriture d'un de ces points va vous sortir, vous, spectateur ou spectatrice, de la continuité scénaristique et va casser une cohérence que vous étiez accordé à suivre. Mais par contre, que serait un film sans ces événements d'arrière-plan? Que serait une description sans de vagues détours qui iraient bien simplement tâter un petit peu les limites du monde? Ce sont des choses subtiles, mais ce sont des choses qui, si elles ne sont pas là, donnent une impression de sans-saveur et vous empêchent de faire le pas supplémentaire qui va justement vous dépayser. Et accepter ce dépaysement, justement, ça passe par des notes très subtiles, des fois à peine remarquables, mais qui pour autant, si jamais le world building en question n'est pas fait en amont, et que c'est simplement au gré des descriptions que vous voulez ajouter des choses, vous allez soit faire juste du calque, soit peut-être trouver quelques bonnes idées. Oui, je n'en doute pas. Mais par contre, cela ne va pas avoir de consistance. Et justement, là, je ressors la notion qui avait été abordée précédemment. Une consistance qui est forte, une consistance qui est nécessaire tout au long d'une œuvre pour maintenir le spectateur à l'intérieur du monde. Parce que ce n'est pas par l'addition des éléments que vous allez pouvoir tenir quelqu'un, mais bien par la récurrence et par la continuité entre événements. Gina Miéville, justement, a souligné le rôle de Tolkien dans cela, étant donné que dans son œuvre, il place un peu le monde au centre de tout et l'histoire tient vraiment cœur à l'intérieur de ce monde, c'est ce que l'on sent à la lecture des ouvrages. Et elle souligne qu'il y a eu un changement de paradigme qui s'est fait à partir de ce moment-là et à partir de ceux qui ont suivi cette école de pensée, qui était de passer du plot au monde, et que le monde inventé, justement, est passé en tant que premier ingrédient de l'écriture créative. Et c'est quelque chose avec lequel je suis assez d'accord. Le fait est que, certes, Tolkien n'est clairement pas le premier à l'avoir fait, pour autant, il est le premier à l'avoir fait à une telle échelle et à avoir eu un tel retentissement. Quand on se plonge vraiment sur le travail au sens large qu'il a pu effectuer, notamment en tant qu'académicien sur le sujet, on s'aperçoit que le monde n'était clairement pas limité à juste une liste de questions, une liste de 15 questions, et que voilà, ça y est, il avait posé son monde avec ça. Ni non plus à un sommaire bien découpé tel qu'on peut vous en proposer à droite et à gauche. Alors certes, on n'est pas du tout sur les mêmes temps en termes d'échelle de création. Là, on parle d'années et d'années. Vous n'avez peut-être pas envie de vous engager dans des process de cette taille-là pour bien aboutir à quelque chose que vous puissiez proposer, par exemple un jeu de rôle, un livre. Pour autant, c'est une approche qui est à considérer, non pas spécialement dans sa largeur, mais au moins dans sa profondeur. Avoir un niveau de spécificité qui soit équivalent peut permettre d'avoir un monde qui ait une plus grande cohérence et donc du coup soit un meilleur support à histoire et plus précisément meilleur incubateur à histoire, et que vous soyez capable de lire votre document de world building et de vous dire ok, à partir de ça je vais créer une histoire, et pas l'inverse, pas je vais créer une histoire qui va raconter ça et je vais utiliser tel élément de mon world building afin de raconter cette histoire. Je ne condamne ni n'encense aucune des deux pratiques, hein. Attention, les deux sont valables et les deux dépendent du contexte dans lequel vous vous situez et également de votre manière de procéder. Pour autant, si vous voulez vraiment créer de l'immersion sans avoir à repenser chaque phrase, c'est la meilleure porte. Le world building, par définition, s'applique à de vastes catégories de médias. En conséquence, il se trouve à avoir de nombreuses visions et paradigmes qu'il faut savoir tordre afin de pouvoir en conserver les codes spécifiques à un média précis, ou bien justement s'extraire du carcan de ses limites. On a parlé en introduction de la non-nécessité de tout créer, et si dans le jeu de rôle, l'imaginaire des joueurs et l'improvisation du MJ viennent à combler ces lacunes, dans un roman, on peut se limiter sans difficulté la création des espèces par exemple, aux quelques-unes pointant le bout de leur museau dufteux entre les lignes des descriptions. Mais le peut-on réellement? Malgré tout, derrière ça, il reste un système qui va les régir. Notre exemple, justement, le réel va former, entre autres, des structures de chaînes trophiques qui vont permettre de décrire les relations entre les espèces d'un écosystème. On se regarde, même si on imagine ou ne connaît pas toutes les espèces d'un milieu, de telles règles globales vont forcer un respect de cohérence. Il faut définir une chaîne alimentaire ou au moins en avoir une vague idée pour pouvoir attester de la présence de la créature dans le milieu. D'ailleurs, cet environnement va aussi entrer en jeu dans le choix des caractéristiques morphologiques de la dite bête. Donc, où placer vraiment le curseur? Une des vérités serait de dire, au final, on le place pas, c'est vous qui le placez, hop, fin de la vidéo,
bonne journée, au revoir, et on a fini. Sauf que ça, ce serait la solution de facilité et qui ne vous aiderait pas beaucoup. Maintenant, le fait de vouloir dire, et ça justement, je vais avoir un segment un peu personnel, parce que pour faire des recherches pour cette vidéo-là, certes j'ai fait une partie de biblio, mais j'ai aussi fait une partie où je suis allé regarder les vidéos différentes personnes qui, sur le web, soit français ou anglophone, viennent à parler du sujet. Souvent, c'était limitez-vous à ça, limitez-vous à tel niveau, etc. Je pense pas que on puisse faire une règle générale en disant il faut tant de plantes, ou alors il faut tant d'animaux, ou alors il faut penser uniquement ça. Pour moi, il faut se représenter tout ce qui va être chaîne trophique, tout ce qui va être politique, tout ce qui va être éducation. Bref, toutes les thématiques que vous allez vous trouver à aborder au niveau du world building, non pas en tant que liste, non pas en tant que tableau, mais en tant que graphe. Là, bien évidemment, c'est mon côté un peu informaticien qui parle, mais un graphe, basiquement, c'est un ensemble de nœuds qui sont reliés par des lignes. Les lignes traduisent des relations. Les choses sont en relation les unes avec les autres, et on met donc deux nœuds, un lien entre ces deux nœuds, quelle que soit la nature de cette relation, soit dit en passant. Et le fait est que on peut très bien se schématiser un ensemble d'espèces, par exemple, en tant que réseau graphe, qui donc soit tout un tas d'espèces, elles ont des interactions entre elles qui sont des interactions trophiques, symbiotiques, etc. Elles ont aussi des relations avec un environnement, elles ont des relations avec météo qui va avoir lieu, climat global, avec les potentielles civilisations que vous aurez mis en place également, avec de manière plus globale aussi tout ce qui va être la question de l'air qu'elles vont respirer, de l'eau qu'elles vont boire, les choses qui vont être d'origine chimique, minérale, etc. Toute cette notion-là forme un graphe d'interaction qui va concerner vos bêtes, vos plantes, mais qui au final, si vous l'étendez, vous remarquerez, peut tout englober. Et la question là vient plus, dans ce cas-là, à combien de relations dans chaque sens on va développer un graphe, plutôt que au bout de quel moment je m'arrête. Le niveau d'exploration du graphe, donc plus vous allez partir vers des concepts qui seront éloignés de simplement j'ai une petite bête avec des poils et des cornes qui est celle que je vais montrer à mes joueurs de jeux de rôle ou alors que je vais décrire dans la scène de mon roman, à oui mais cette bébête elle vient de tel ancêtre et de tel ancêtre elle venait de tel ancêtre, donc dans une dimension du graphe qui serait vers l'ascendance. Cette bête elle est là parce que elle est pas trop mangée par cette bestiole là parce qu'elle a telle particularité physique qui fait qu'elle est difficile à détecter dans son milieu, vers la dimension chaîne trophique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous pouvez vous rendre compte que c'est des choses qui à structurer sont immenses et qui, bien évidemment, ne sont pas promptes à la relecture. C'est pour ça que ce n'est pas une méthodologie, c'est une manière de penser. Pour ne plus se dire « je fais uniquement une checklist que je suis », mais à la place, quand je crée quelque chose dans mon univers, j'ai un ensemble de dimensions dans lesquelles j'explore, et juste, je m'autorise à explorer pas trop loin. Je ne crée pas tous les prédateurs de cette créature. J'en crée quelques-uns. Je ne crée pas toutes les relations que la bête va avoir avec son milieu. Je crée les principales. Le voici, le moment qu'on attendait où on va déballer tout notre bel inventaire, tous nos mots qu'on a mis de côté depuis le début et qu'on va enfin les utiliser pour faire quelque chose de constructif. Une définition du world building. Bien évidemment, petit disclaimer, ma définition n'est pas meilleure que celle d'un autre. Elle est juste là pour apporter un autre formalisme et espérer d'embrasser plus d'angles que chacune des définitions individuelles qu'on a pu voir précédemment. Le world building, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un processus itératif qui est réalisé par une personne qui cherche à créer un média fictionnel, donc un roman, un poème, un jeu de rôle, à partir du moment où cela ne se passe pas dans le monde réel, ou qui n'a pas non plus spécialement d'envie de développer quelque chose dans ce milieu, mais qui s'intéresse à la création d'un univers fictionnel. Il va s'agir de placer un ensemble de règles qui vont apporter du coup une notion de cohérence et qui ne vont pas se contredire les unes les autres, ce qui va amener lieu à un continuum de cohérence qui est nécessaire pour la mise en place de la suspension consentie d'incrédulité face au public, quel qu'il soit. Cette cohérence ne vient pas seule, il y a deux autres notions qui l'escortent. Une première va être celle de consistance. Pour maintenir la cohérence sur le long terme, le ou la world builder va chercher à avoir un niveau de détail globalement identique sur l'intégralité de son œuvre. Ce de manière à ce que lorsqu'on lui pose une question, quelque chose est affiché à l'écran, eh bien il y a une justification qui soit d'un degré de précision égal, qu'il s'agisse d'une plante ou d'un système politique. En deuxième, celle-ci se doit d'être convaincant. Ce caractère convaincant va venir du fait qu'il y aura une approche globalement scientifique, même si elle ne le sera pas forcément suivant votre background
ni suivant la nature d'univers que vous allez chercher à créer, la méthodologie qui sera employée aura tout d'une méthodologie scientifique, où l'on va partir d'observations, de règles générales ou de faits, afin d'expliquer les concepts de l'univers. Concepts qui seront reliés dans des sortes d'arbres, des graphes, qui vont faire des liens entre différentes notions. Même si ceux-ci ne sont pas présents pendant la phase de world building en tant que tel, ils seront toujours là en trame de pensée, en fond dans l'esprit du world builder, afin de créer des nœuds entre des éléments qui sont non suspectés d'exister aux yeux du lecteur-lectrice ou aux oreilles de l'auditeur-auditrice. Afin d'éviter de se perdre à l'infini et de rentrer dans un processus itératif qui prendrait des centaines et des centaines d'années que nous n'avons pas dans nos vies, on définit donc une certaine notion de profondeur, qui est une limite arbitraire à laquelle le world builder va essayer de s'astreindre sans compromettre à son plaisir à faire cette tâche, afin d'éviter de se perdre à l'infini dans les détails d'une spécificité de son univers. Par cet ensemble de critères et par le fait que l'on aille bien au-delà du cadre que l'œuvre va présenter, on va créer une forme d'immersion pour la personne qui se trouve face à elle. Pour cela, bien évidemment, il va falloir respecter toutes les notions de cohérence, consistance et conviction que l'on a énumérées précédemment. Pour maintenir ces éléments, tout comme son plaisir de l'image vis-à-vis du monde que l'on a, on a une nécessité d'effectuer un élagage. Toutes les idées ne seront pas forcément bonnes à garder, et on devra en éliminer certaines, soit au nom des lois qu'on aura formulées précédemment, soit au nom également du fait que son univers, on doit l'apprécier pour pouvoir créer dedans. Et justement, si on l'apprécie et qu'on le pousse suffisamment loin, ce monde peut devenir en lui-même une force, peut devenir un incubateur à histoire, et donc que on passe d'un paradigme de « mes histoires existent parce que je les invente et que je cherche à les justifier au niveau de mon monde », à « mes histoires existent parce que mon monde me suggère presque, au final, d'écrire cette histoire-là, et je n'ai pas à forcer des limites pour que l'histoire, elle, existe ». Autrement dit, que monde en tant que construction, on fasse émerger un monde en tant qu'histoire, que le setting naisse naturellement du world building. Vous l'aurez compris, tout au long de cette chronique, je n'ai fait que vous inciter à suivre votre propre voie, mais sans vous avoir spécialement spécifié la manière justement de suivre cette voie. Parce que malgré tout, on est d'accord que se lancer à corps perdu et à tête complètement déboussolée dans cet univers de création, c'est pas envisageable en fait. Je l'ai fait, beaucoup de gens le font, mais pour autant, ça n'amène pas à quelque chose de structuré. Ce n'est pas quelque chose qui est tenable sur le long terme. Je parle d'expérience, ça fait 9 ans que je suis sur le développement du même univers, et la méthodologie que j'utilise actuellement n'est pas du tout celle que j'ai utilisée quand j'en étais au début. J'étais dans une phase très brouillonne, j'avais simplement quelques idées que je notais, et au-delà d'une manière d'organiser, ou de me dire j'utilise une liste ou quoi, même la manière de structuration des idées était très loin d'être celle que j'ai aujourd'hui. J'ai discuté avec des amis, j'ai discuté avec des connaissances qui sont également dans le milieu de la création. J'ai pas mal réfléchi aussi en regard avec mon parcours scientifique et des parcours plus littéraires. J'ai essayé d'un peu capturer tous les points de vue. Ce que j'en ai dégagé, c'est 3 approches qui sont dépendantes globalement de votre manière de raisonner. Chacune d'entre vous aura une façon certes différente de raisonner, mais malgré tout, se reconnaîtra probablement dans une des 3 méthodes ou un amalgame de 2, possiblement, étant donné que ce ne sont pas non plus des unités extrêmement définies. Vous pouvez être entre ces 3 pôles, bien évidemment, vous pouvez être entre 2 ou complètement entre les 3. L'idée, c'est juste identifier celui qui vous correspond le mieux. Et de là, vous pouvez appliquer au moins petit exercice de création auquel vous êtes en train de vous atteler, par exemple, en ce moment. Essayez de toujours penser les questions avec ce regard-là. De la même manière que lorsque vous étiez en cours, il y avait des gens qui étaient plus techniques, d'autres qui étaient plus théoriques, et que parmi ces gens qui étaient plus théoriques, il y en avait qui avaient plus un esprit maths, plus un esprit littéraire. Le fait est que là, c'est globalement la même chose, parce que c'est en fonction de votre manière de réfléchir que une manière de création émerge, comme on l'a dit un petit peu en filigrane en fait pendant toute cette présentation. Le premier mode de pensée, je l'ai appelé celui de l'observateur ou de l'observatrice. En fait, il s'agit de partir de faits observables pour aller vers des lois qui régissent des événements. Autrement dit, c'est un petit peu une posture de biologiste. Vous avez une fleur qui est d'une telle manière, vous observez cette fleur. De cette fleur et de l'observation des fleurs qui se trouvent alentour, vous tirez une loi sur les fleurs de cet endroit-là. Le fait d'avoir cette loi sur les fleurs de cet endroit-là vous permet de prédire les faits qui vont se passer et qui se sont passés. Dans une situation de création, ce serait par exemple de partir
d'un ensemble de petites caractéristiques que vous définissez. De ces caractéristiques-là, trouvez une loi qui permet d'expliquer les caractéristiques, et à partir de cette loi, créez des éléments que vous allez par exemple introduire à votre histoire. Je crée des fleurs avec une capacité de murmure. Pourquoi est-ce que ces fleurs sont capables de murmurer? Je donne une règle physique, logique, magique qui permet d'expliquer pourquoi est-ce que ces fleurs sont capables de murmurer. Penchant dans mon histoire, les fleurs qui murmurent, qu'est-ce qu'elles vont déclencher en termes de scénario? En deuxième approche que je pense, c'est l'approche de l'historien, de l'historienne. C'est partir des événements pour en tirer des lois qui feront des faits observables. Partir d'une sorte de scénario, vous avez envie de raconter cette histoire-là. Quelle loi va vous permettre de raconter cette histoire-là? Et de cette loi, quelles caractéristiques on va donner aux plantes, aux animaux, aux civilisations, en accord justement avec cette grande loi qu'on aura placée. Exemple très simple, on a envie de raconter l'histoire d'une civilisation et on a envie que cette civilisation, elle ait la maîtrise de telle technologie. Quelles lois ont permis justement cette technologie? Et donc du coup, en accord avec cette loi, quelles autres technologies peuvent exister? Des technologies qui ne seront pas utilisées dans le cadre de l'histoire, mais qui malgré tout seront là en arrière-plan et qui donneront de la cohérence à l'univers. Et enfin, la dernière approche, celle du logicien ou de la logicienne, qui est de partir des lois pour obtenir des événements qui engendrent des faits observables. Ça va être donner une grande loi physique sur votre univers qui va faire que tel événement va se produire, chose qui va être possible de réutiliser au niveau de l'histoire, et cet événement-là, quel fait il va engendrer. Ça permet d'avoir des approches qui vont être par exemple très chronologiques, où on va poser une première loi qui va régir un peu tout. Le fait qu'il y ait cette loi qui existe, ça va former une suite d'événements, et cette suite d'événements va avoir des implications sur la diversité de ce qui va exister dans votre univers. Vous l'aurez remarqué, j'ai terminé cette partie et pourtant je n'ai pas parlé d'approche down-top ou top-down, qui sont les choses un peu classiquement discutées généralement dans les vidéos et de manière plus générale dans les articles de world building. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce qu'en fait, simplement, ces deux méthodes, donc qui sont partir du général pour aller vers le petit, ou alors partir du petit pour aller vers le général, donc des méthodes entonnoir et entonnoir inversé, en fait, je trouve qu'elles sont incluses au final dans ce que je viens de raconter. Donc c'est pour ça que je m'en suis un petit peu affranchi. Je voulais quand même les mentionner parce que sinon je sais très bien que vous allez m'en parler, mais voilà, sachez que en fait derrière il y a la même logique qui s'applique dans ce que je viens de présenter. Je voulais juste apporter une nuance supplémentaire. Il n'y a pas que des pensées en entonnoir qui sont valables. Par exemple, la méthode du biologiste qui est au final une sorte de double entonnoir dans le sens qu'on part de quelque chose de très spécifique, on va vers quelque chose de général et on revient vers quelque chose de spécifique. Donc en réalité, faut pas se limiter à une seule méthode, je dirais. Et pareil, expérimenter les différentes méthodes, tester les unes les autres. Moi-même, même si j'en ai une, celle que j'ai appelée l'approche du logicien, je pars généralement des très grandes lois pour arriver vers des cas concrets. Malgré tout, il y a quand même des moments où je fais un peu l'inverse parce que soit c'est plus adapté, soit c'est plus organique. Faut garder à l'esprit que ça reste un loisir créatif. Faut que vous preniez du plaisir à le faire parce que sinon vous allez juste vous dégoûter de créer votre propre univers alors que c'est quelque chose qui est assez incroyable en soi à faire. C'est une super expérience et que je recommande à tout le monde. Et deuxième note d'ailleurs que je tiens à ajouter, c'est que oui, bien évidemment, avec 3 voies, vous l'aurez compris, et 3 facteurs, en réalité, on ne couvre pas tous les cas de figure de on part de tel truc pour aller à tel truc, pour aller à tel truc. C'est de la combinatoire, donc du coup, il y aurait plus de possibilités. Je les ai volontairement pas tout énuméré non plus, dans un souci de concision et aussi pour reprendre les choses que j'avais trouvées les plus sourcées. Mais bien évidemment, on peut imaginer plein d'autres manières. Et j'en reviens à ce que on a dit le plus en fait pendant toute cette chronique, c'est que la meilleure méthode de world building c'est la vôtre. Ce que je veux juste c'est vous faire vraiment réfléchir sur cette espèce de notion de rigueur qu'il faudrait avoir idéalement pour en fait pouvoir soit le maintenir sur le long terme. Et c'est dans ce sens-là que s'assurer une lutte contre l'épuisement et une manière assez similaire à chaque fois de travailler va vous permettre de tenir sur le long terme, ce qui est la chose importante en réalité quand vous êtes dans de la création, quelle qu'elle soit en fait. Cette vidéo est à présent terminée. Elle aura été longue, tant pour vous à visionner, d'ailleurs je vous félicite si jamais vous avez tenu jusque-là, que pour moi à produire. Je ne m'étendrai pas sur toutes les galères, que ce soit de tournage ou de montage qu'il y a eu. Sachez que ça a été une histoire d'assez long cours. Ça fait bien quelques mois qu'elle aurait dû sortir. Néanmoins, c'est le genre de contenu vers lequel j'aimerais pouvoir tendre à l'avenir. Même si ça me demande beaucoup plus de travail, ce sont des vidéos qui sont beaucoup plus intéressantes tant pour vous que pour moi à faire. Aussi, si jamais vous souhaitez soutenir ce genre de contenu, eh bien sachez que vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Le partage, l'abonnement, le like
like, le commentaire, tout ça, ce sont autant d'outils pour dire que ce genre de contenu vous intéresse et que donc vous souhaitez qu'il y ait plus de personnes, que ce soit moi ou d'autres, sur la plateforme qui produisent de telles choses. Ensuite, si jamais vous souhaitez approfondir un petit peu la thématique, sachez que je dispose d'un talk show qui s'intitule Rolls, où on invite des personnes du milieu du jeu de rôle et un petit peu ailleurs, plus largement de la création, à discuter de tels sujets avec nous, afin de confronter des opinions et donc alimenter un débat qui soit instructif, autant pour vous que pour nous. C'est une émission qui a lieu sur Twitch, on va passer faire un petit coucou, et c'est l'occasion aussi également pour vous de poser vos questions. Enfin, dernière chose, pour pouvoir améliorer sur le long terme la qualité de ces chroniques et également de mes autres émissions, j'ai ouvert un Utip, donc vous avez déjà par exemple ce magnifique t-shirt ici que vous pouvez aller acquérir directement sur cette boutique, et vous pouvez de manière plus globale faire de simples dons pour soutenir si jamais le cœur vous en dit. Bien évidemment, le meilleur soutien restera toujours le partage, et ça, c'est complètement gratuit. Je pense que je vous ai suffisamment parlé pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Taros. Salut, salut.